Je peux faire juste un petit commentaire? Ouais, En c'est tant que toi membre, le chef. en tant que membre du club Carbone 2051 du MFQ, il paraît que de déconnecter sa caméra, ça limite son empreinte carbone. Donc je pense que pour les personnes, enfin le temps que je fasse la présentation, je pense qu'on peut couper nos caméras. Bon, bah d'accord. Ah. Bon, si Ah, je vous perds, On garde du son, mais... Ok. Alors, c'est parti. Donc je maîtrise la bête. Ok, donc suite à la demande de Serge, aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu mes connaissances par rapport au référentiel RJC. Avant, je vais faire juste une petite présentation. Donc moi je suis Laurent, je suis Laurent Guillon, donc la société LG Performance. J'habite sur Pontarlier dans le Haut-Doubs et je travaille avec les entreprises locales dans les domaines de la qualité, la performance, le RSE, un petit peu de technique. Je suis un petit peu le couteau suisse des entreprises de coin, soit en mission ponctuelle ou soit à temps partagé. Donc, dans ce cadre-là, d'ailleurs, je suis en train d'intervenir dans une société sur Morteau, une jeune entreprise, un fabricant de bijoux. Et entre autres, on m'a confié la mission de se préparer à la certification RJC. Alors, le RJC, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le Responsible Jewelry Council. En français, le conseil responsable de la joaillerie et de la bijouterie. Donc, le RJC, c'est une organisation internationale qui sont basés en Angleterre de mémoire, qui a été fondée en 2005 et qui représente en fait l'industrie de la joaillerie et de l'horlogerie, pardon, et de la bijouterie en conséquence. Et cette organisation, sa principale activité, c'est d'avoir créé deux normes, donc une qui s'appelle le Code of Practice et l'autre qui s'appelle le Chain of Custody. Donc, d'avoir créé ces deux normes qui sont en fait des standards de, de RSE. C'est du RSE sectoriel, donc la responsabilité sociétale et environnementale. C'est vraiment du RSE sectoriel. Et donc ces normes, elles traitent vraiment toute la chaîne d'approvisionnement dans les bijoux et les montres, en partant vraiment de l'exploitation minière jusqu'à la vente au détail des bijoux dans les magasins de luxe sur les Champs-Élysées. Alors, on comprend bien que dans ce domaine-là, en termes de droits de l'homme, en termes comment dire, de responsabilité sociétale et environnementale, c'est assez complexe, puisque là, on parle vraiment d'extraction de diamants, on parle d'extraction de minéraux. Donc là, on touche à des choses assez compliquées. Mis à part ça, le RJC, mis à part la mise en œuvre de ces deux référentiels, c'est aussi une plateforme d'information sur le site du RJC ou en tant que membre du RJC, on a accès à beaucoup d'informations, des vidéos, des supports de formation qui nous permettent non seulement de mieux appréhender ces deux normes, mais aussi d'acquérir des connaissances par rapport à la responsabilité sociétale en général dans ce domaine-là, et aussi par rapport à l'historique sur la bijouterie, sur la joaillerie. On a vraiment beaucoup d'informations. Il y a aussi un forum où les membres peuvent entre eux discuter, dialoguer et partager leurs bonnes expériences, leurs perspectives, leurs solutions. Et donc vraiment l'objectif principal de cette organisation, c'est vraiment de travailler en partenariat pour assurer le maintien des normes de cette industrie et surtout pour aider à créer une chaîne d'approvisionnement responsable et durable à l'échelle mondiale. Alors ça traite de tous les bijoux, toutes les montres, tous les métaux liés à ça, mais ça a surtout des implications par rapport à tout ce qui est métaux précieux, donc l'or, l'argent, le platinium, et tout ce qui est diamant et pierres de couleur. Aujourd'hui, le RJC,
il y a 1256 membres, donc ça c'est une capture que j'ai faite hier. Il y a 1256 membres répartis dans le monde entier. On les trouve dans 71 pays différents. Donc on peut voir sur la petite carte. Parmi ces 1256 membres, on a 888 entreprises qui sont certifiées, donc COP, Code of Practice, et on a 101 entreprises qui sont certifiées COC, Chain of Custody. On verra juste après la différence entre les deux types de certification. Si on regarde maintenant au niveau national, au niveau de la France, en France, aujourd'hui, il y a 155 entreprises membres du RJC. En Bourgogne-Franche-Comté, pour l'instant, il n'y a pas énormément de membres, puisqu'on a en Bourgogne un seul membre, et en Franche-Comté, une dizaine de membres. Je vous ai mis en bas à droite la liste des sociétés qui sont aujourd'hui membres du RJC. Alors, on a dit que le RJC, sa principale mission, c'était d'avoir établi 2 référentiels, 2 normes pour assurer donc la responsabilité sociétale au travers, dans cette industrie. La première, elle s'appelle c'est le COP, le Code of Practice, donc le code des pratiques. C'est une norme de type plus management de la qualité. Une norme de type plus ISO, enfin, un peu équivalente à l'ISO 26000, on va dire. Enfin, quand je dis management de la qualité, c'est plus management, c'est plus une norme de type système. Et ce n'est pas une norme technique. Donc, elle couvre vraiment l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des bijoux et des montres, comme on l'a dit tout à l'heure, en partant vraiment de l'extraction minière jusqu'à la vente des bijoux dans les magasins ou sur Internet. Et donc, pour toute cette chaîne d'approvisionnement, cette norme, elle définit des dispositions, des critères sur des pratiques éthiques, sociales et environnementales. Pour information, une fois qu'on devient membre du RJC, une fois qu'une entreprise devient membre du RJC, l'entreprise a 2 ans pour obtenir la certification COP. C'est obligatoire, contrairement à l'autre certification. Donc, quand on parle de dispositions sur les pratiques éthiques, sociales et environnementales, concrètement, dans cette norme, on a 6 chapitres, 6 gros chapitres. On a une première partie qui traite l'exigence générale, une partie qui va un peu plus loin sur tout ce qui est la chaîne d'approvisionnement responsable et les droits de l'homme, une partie sur les droits des travailleurs et les conditions de travail, une partie sur la santé, sécurité et environnement, une partie beaucoup plus précise sur tout ce qui concerne les articles qui contiennent de l'or, de l'argent, les métaux précieux, les diamants et les pierres de couleur, et une partie vraiment très, très spécifique sur les activités extractives responsables. Au total, dans cette norme, on a 42 dispositions différentes. Et en bas à droite, sinon, je vous ai mis un petit peu le chemin, en tout cas, le chemin pour pouvoir se faire certifier. Donc, en fait, la méthode par rapport au RJC, premièrement, c'est que le RJC met à disposition des membres la norme en elle-même, mais elle met aussi à disposition tout un tas de guides qui va autour. Elle met à disposition aussi des outils qui s'appellent des auto-évaluations. Et en fait, la méthode, c'est en interne dans l'entreprise ou en faisant intervenir une compétence externe. Mais en tout cas, c'est en dehors du RJC. On a des outils d'auto-évaluation. Typiquement, on a toutes les dispositions qui sont listées dans cet outil. Et on doit, pour chacune des dispositions, avec l'aide des guides qui sont mis à disposition, on doit définir si on est conforme, si on n'est pas conforme. Et si on n'est pas conforme, quelles sont les actions qu'on doit mettre en place pour pouvoir prouver, ou en tout cas atteindre la conformité. Une fois que la société a fait son auto-évaluation complète, là, elle doit faire appel à des auditeurs qui, eux, sont accrédités par le RJC. Alors, en France, il n'y a pas beaucoup d'organismes. Il y a, de mémoire, je crois qu'il y a Mazars, EY Conseil et une branche de Bureau Veritas qui sont qui sont accrédités pour faire ça. Donc, on appelle un auditeur accrédité.
l'auditeur vient faire son travail d'audit selon le référentiel. Ensuite, il émet son rapport, il soumet le rapport au RJC. Donc, au RJC, il y a une décision qui est prise par rapport à la certification ou non. Si c'est OK, on obtient la certification COP. Et ensuite, il y a un processus de revue intermédiaire entre la première certification, la certification initiale, et la recertification. Donc, c'est des cycles de 3 ans, un petit peu comme ce qu'on connaît dans les normes ISO. Et donc, il y a juste une revue intermédiaire entre les deux, au milieu du cycle, on va dire. Si vous avez des petites interrogations, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Ouais. Est-ce qu'il faut être membre RJC pour Oui, accéder au self-assessment? ouais, c'est nécessaire. Parce que j'ai regardé sur Internet, on Ah, trouve pour accéder, excuse-moi, pour accéder, non, tu peux. les COP et COC, on les trouve en PDF sur Internet. Mais le self-assessment, on peut le trouver aussi sans être forcément membre. Si, en fait, non, je te dis une bêtise, tu peux, en fait, c'est un peu un open source. Toutes les normes, tous les guides et tous les outils sont disponibles en open source sur le site du RJC, sans être membre. D'accord. Après, par contre, pour pouvoir se faire auditer et certifier, il faut être membre, par contre. Oui, mais ça veut dire que les gens peuvent se servir du self-assessment avant d'être membre, et puis du coup Ouais, de se préparer au mieux, et puis d'être sûr d'avoir sa certification dans les 2 ans, quoi. exactement, tu peux prendre un peu d'avance. Ok. Alors, si on rentre un petit peu plus en détail dans ces gros chapitres que je viens de lister juste avant, dans le premier chapitre qui s'appelle l'exigence générale, là, on va avoir des dispositions, on va avoir des contraintes par rapport à la politique de l'entreprise, par rapport au fait d'avoir une charte éthique qui est un petit peu standard d'une entreprise à l'autre parce que les exigences internes sont un petit peu les mêmes. On va avoir des dispositions par rapport au fait d'avoir un système, un peu l'équivalent d'un système qualité, mais d'avoir un système qui permet de gérer cette norme et toutes les dispositions et de les maîtriser surtout. Et on va avoir aussi des dispositions par rapport à toute la partie finance et audit financier. Ensuite, le deuxième gros bloc, qui s'appelle chaîne d'approvisionnement responsable et droits de l'homme, on va avoir une première disposition qui commence vraiment, c'est un terme que je commence vraiment à entendre un petit peu partout, qui s'appelle le devoir de diligence. Donc, le devoir de diligence, c'est dans sa chaîne d'approvisionnement, entre la méthode de sélection des fournisseurs et des prestataires et la façon de travailler avec eux, on doit en fait pouvoir maîtriser, en tout cas pouvoir connaître vraiment quels sont les risques par rapport aux droits de l'homme, par rapport aux autres problématiques environnementales également. On doit vraiment avoir tout un système de gestion qui nous permet de bien sélectionner et de bien connaître toutes nos parties prenantes à ce niveau-là, dans la chaîne d'approvisionnement. Donc ça va de la sélection, ça va avec des analyses de risque. On va aussi avoir à faire des incitations, c'est-à-dire inciter les gens avec qui on travaille à eux aussi respecter toutes ces dispositions. On va avoir à mettre en place des systèmes d'alerte internes ou externes pour détecter s'il y a des dysfonctionnements par rapport à ces dispositions, typiquement des transactions financières un peu douteuses, ce genre de choses. Et pour boucler la boucle, on va avoir aussi à émettre un rapport annuel où, à l'intérieur, on va citer un petit peu toute la démarche qu'on a eue au cours de l'année, à lister un petit peu les indicateurs, à lister les événements principaux, et vraiment faire un rapport un peu du style du rapport de responsabilité sociétale que font les entreprises du CAC 40 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est obligatoire vraiment pour les grosses entreprises. Demain, de ce que j'ai compris, au niveau européen, ce sera aussi obligatoire pour les petites entreprises. En tout cas, au niveau du RJC, c'est quelque chose qui est obligatoire pour être certifié. Dans ce chapitre-là, on aura aussi toute une partie qui concerne le développement et l'ancrage local.
Donc, comment est-ce que l'entreprise est ancrée localement, comment est-ce qu'elle participe au développement de la communauté locale, autant industrielle que associative ou que sociétale. On aura un petit point par rapport à toutes les histoires de pots de vin, de blanchiment d'argent, ainsi de suite. Enfin, un petit point, c'est important dans ces domaines-là. Et on aura aussi un autre terme un petit peu spécifique à cette norme, ou en tout cas à cette pratique, qui est le KYC, donc c'est le Know Your Counterparts. En anglais, c'est le connaître ses interlocuteurs. Donc là, c'est un petit peu en complément du devoir de diligence, c'est-à-dire que les gens avec qui on travaille et avec qui on a des transactions financières, on doit avoir tout un système de surveillance et d'alerte et de aussi connaître quels sont les bénéficiaires réels des transactions financières. Ça, c'est aussi pour justement pour essayer d'éviter des problèmes de blanchiment d'argent, par exemple. Donc, on est vraiment sur des choses assez spécifiques au domaine quand même de tout ce qui est joaillerie, bijouterie, horlogerie. Au niveau du gros bloc qui traite des droits des travailleurs et les conditions de travail, donc là, on a toute une partie sur les contrats, les salaires, le respect des horaires, des congés, les avantages sociaux, la qualité de vie au travail. On a des informations à mettre dans des règlements intérieurs. On parle de discrimination, on parle d'harcèlement moral ou sexuel. On parle de définir des sanctions par rapport à tout ça. Et on parle aussi de mettre en place un système de possibilité de recevoir des plaintes internes ou externes et, par rapport à toutes ces dispositions également. Et enfin, on parle aussi de choses dont en France on n'entend pas trop parler, mais qui existent dans le monde malheureusement. On parle aussi de travail des enfants et de travail forcé. Le quatrième bloc, santé, sécurité et environnement. Donc là, effectivement, on parle de santé des collaborateurs, de sécurité au travail. On va aussi parler de tout ce qui est impact environnementaux, donc des consommations, de la gestion des déchets, de la gestion des émissions. Et on va parler de l'utilisation des ressources naturelles. Alors, encore une fois, en France, on a quand même une législation qui nous demande de gérer ces choses-là. On a pas mal de dispositifs. Par contre, c'est sûr que quand on fait de l'extraction minière, on a des contraintes qui sont beaucoup plus importantes et on a des risques de dégrader notre environnement beaucoup plus importants aussi. Le cinquième morceau, donc on est sur les articles contenant de l'or, de l'argent, ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment, par contre, très, très, très spécifique à cette norme. Ça sort un petit peu de la partie responsabilité sociétale environnementale. On est plus sur de la partie information et respect du consommateur. C'est-à-dire que on va parler d'information sur le produit, on va parler de traçabilité, on va parler de qualité. C'est-à-dire que quand on produit, ou quand on vend, ou quand on utilise de l'or, de l'argent ou des diamants, on doit vraiment être très, très transparent par rapport à la qualité du produit. C'est-à-dire que si on vend ou on utilise des diamants synthétiques, ça doit être annoncé tel quel. On ne doit pas faire croire que c'est des diamants naturels. Si c'est de l'or plaqué, ça doit être écrit tel quel et on ne doit pas faire croire que c'est de l'or massif, ainsi de suite. On a aussi on parle aussi du processus de Kimberley, donc je le cite ici. En fait, c'est un peu le pendant du RJC, mais vraiment spécifique au diamant. Il y a des liens, une liaison très forte entre le RJC et le processus de Kimberley. Le processus de Kimberley, c'est aussi une certification qui est vraiment liée au diamant, à l'extraction des diamants et à l'utilisation des diamants. La dernière partie, activité extractive responsable. Donc là, typiquement, dans le projet que je suis en train de mener avec l'entreprise sur Morteau, le fabricant de bijoux, ce n'est pas applicable pour cette société, comme ça ne sera pas applicable pour la plupart des fabricants de bijoux en France, puisque là, on parle vraiment des entreprises ou des sites qui font vraiment de l'extraction.
Donc là, il y a des dispositions que je ne connais pas vraiment en détail, sur la transparence, sur le respect des peuples autochtones, sur les répercussions d'extraction minière sur l'environnement et la société à côté, sur la biodiversité, sur l'utilisation des produits dangereux tels que cyanure et mercure, et ensuite sur la réhabilitation des sites une fois que l'extraction est terminée. Juste un petit commentaire. Donc le code des pratiques, il est comme l'ISO 26000 en fait. Déjà premièrement, c'est un petit peu le pendant de l'ISO 26000. On retrouve des thèmes qui sont très similaires aux questions centrales de l'ISO 26000, hein, l'environnement, la gouvernance, protection des consommateurs. On a vu que c'est plus par rapport à la transparence sur la qualité des produits. Les droits de l'homme, on les retrouve. La contribution au développement local, on le retrouve. La bonne pratique des affaires, on le retrouve aussi par rapport justement à tout ce qui est loyauté des pratiques. Et comme l'ISO 26000, le code des pratiques, le RGC, s'inspire, ou en tout cas, tout est lié avec comment dire, les Sustainable Development Goals, donc les objectifs de développement durable qui viennent de l'ONU. Je voulais juste revenir un petit peu, juste 30 secondes, vraiment insister sur cette histoire de due diligence, donc de devoir de diligence ou de diligence en français. C'est vraiment un processus en lui-même qui est vraiment spécifique à ce domaine-là. Donc, c'est un processus qui a pour but, premièrement, d'identifier, ensuite de prévenir et d'atténuer tous les impacts négatifs, alors autant sur les droits de l'homme que sur l'environnement, causés par les activités de l'entreprise, mais également causés par les activités de toute la chaîne de la valeur. Là, c'est vraiment quelque chose, pour pour le pratiquer en ce moment, c'est vraiment quelque chose de très, très compliqué et on peut aller très, très loin si on veut vraiment connaître et maîtriser tous ces impacts au niveau de toute la chaîne de la valeur dans l'entreprise. C'est vraiment pas évident. Alors, il y a une solution simple, c'est que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut travailler et choisir des partenaires qui sont certifiés RJC. Comme ça, on a la garantie que eux garantissent et maîtrisent leur chaîne de valeur. Plutôt que d'aller, ce qui est d'ailleurs ce qui est quasiment impossible, parce que la transparence est vraiment très compliquée à avoir, plutôt que de connaître vraiment toute la chaîne de la valeur, de tous les matériaux qu'on utilise, depuis l'extraction jusqu'à l'utilisation interne. C'est vraiment très compliqué. Est-ce que c'est faisable, ça, d'utiliser uniquement des fournisseurs qui sont certifiés RJC? Alors, honnêtement, là, tu vois, aujourd'hui, il y a 1300 membres au RJC. Et en fait, la société pour laquelle je travaille, quand elle s'est posé la question de la certification et quand on a commencé à connaître nos interlocuteurs, comme on nous le demande, ben en fait, les 3 ou 4 fournisseurs d'or, d'argent, ils étaient déjà certifiés RJC parce que quelque part, il n'y a pas beaucoup non plus il n'y a pas une grande diversité de partenaires et de fournisseurs. Ouais, donc ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix s'ils C'est veulent ça, continuer à travailler, c'est ils ça, sont obligés d'être certifiés, quoi. c'est ça. Et aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre, style Cartier, voilà, tous ces grands donneurs d'ordre-là sont certifiés RJC Et et du coup, ça demandent, impose leur chaîne de valeur. voilà, ils l'imposent à leur chaîne de valeur. Parce que c'est aussi une des dispositions. Or, c'est pas d'imposer d'être certifié RJC, mais en tout cas, c'est d'imposer à toute sa chaîne de valeur, à tous ses sous-traitants, d'avoir des pratiques responsables. Oui, oui, c'est ça. Bah, Donc, en fait, c'est comme l'ISO 26000. ouais, ouais. Donc, finalement, la boucle se boucle assez facilement. Ok. Par contre, c'est clair qu'en tant que petit fabricant de bijoux en Franche-Comté, pour toi, tu peux garantir que les gens avec qui tu travailles en direct, s'ils sont certifiés, tu peux garantir qu'ils ont des pratiques responsables. Par contre, tu ne pourras jamais connaître toute la chaîne de valeur, tous les affineurs, tous les extracteurs et compagnie, des produits qui arrivent jusqu'à chez toi, quoi. Franchement,
c'est guère plausible. Mhm. Ok. Donc ça, c'est pour le code des pratiques. Et sinon, on a une deuxième norme qui s'appelle le Chain of Custody. Donc là, on est sur une norme un peu plus technique et qui vraiment, en fait, qui porte vraiment sur la traçabilité des matières et des produits. Donc on n'est pas comme le COP sur une norme plus de management et de maîtrise. Là, c'est vraiment une norme de traçabilité. Donc on va rentrer dans des aspects un peu plus concrets de contrôle des matériaux, par exemple, ça peut être des contrôles en interne, ou ça peut être ce qui se fait beaucoup dans la joaillerie. Il y a des laboratoires de gémologie pour les diamants, il y a des laboratoires pour l'or et l'argent, pour vraiment connaître la pureté des matériaux, ou en tout cas la véracité des matériaux. On va parler aussi parce que les matériaux, ils peuvent être soit des matériaux purs, naturels, mais ça peut être aussi maintenant des matériaux d'extraction, enfin de recyclage, en recyclage informel ou formel. Et c'est clair que, par exemple, dans tout ce qui est or et argent, une société qui vient usiner des composants en or et en argent, rien ne se perd. Hein. Tout est renvoyé au fournisseur de matières premières qui, lui, va refondre, va raffiner la matière. Donc, on est plus sur de la matière recyclée que sur de la matière naturelle. Enfin, en tout cas, initiale. Et dans cette norme aussi, la chain of custody, que je ne connais pas très bien personnellement pour le moment, on a aussi donc toute cette partie de déclaration de conformité. C'est-à-dire que chaque produit est accompagné d'une traçabilité, en traçabilité autant produit que traçabilité autant documentaire, qui va permettre de garantir, vraiment toute la traçabilité et la qualité des produits. Et donc ça s'applique, c'est une norme qui est volontaire, elle n'est pas obligatoire. Et elle s'applique à l'or, l'argent, mais là on ne parle pas des diamants. C'est vraiment complémentaire à la COP. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur ce que je sais à aujourd'hui sur cette organisation et sur les normes qui s'y rattachent. Concrètement, c'est un petit peu comme de l'ISO 26000, mais c'est quand même plus basique. Enfin, on se pose des questions plus basiques, plus concrètes, puisque dans ces domaines-là, on a quand même, on connaît tous ces histoires des diamants de sang, on connaît tous des histoires des enfants qui travaillent dans les mines. Voilà, c'est des choses qui sont, enfin, c'est des domaines qui sont quand même beaucoup plus compliqués et en tout cas où les risques sont beaucoup plus importants que de faire de l'ISO 26000 dans une entreprise 100% française, et, voilà, où la législation est beaucoup plus sévère.